I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like Mon père m'a dit d'y aller. J'y vais pour désamorcer une bombe latine. De toute façon, cet été, il n'y a personne sur Facebook. Voilà quelques-uns des slogans avec lesquels l'Église catholique romaine entend pêcher cette année les garçons et les filles pour les inviter à rallier Madrid où débutent aujourd'hui les Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ. 1,5 million de catholiques de tous les pays sont attendus jusqu'au 21 août pour ce festival de la jeunesse qui sera marqué par la venue du Saint-Père le 18. Le thème de cette année, enraciné et fondé en Christ, affermi dans la foi, donne le là, mais ne dit cependant pas tout des enjeux sociaux, politiques et économiques de cette manifestation qui suscite la sympathie mais aussi des tensions dans un pays secoué par la crise et où les indignés de tous bords sont légion. Pour en avoir le cœur net, les matins d'été ont donc invité Sylvia Deshazard de Montgaillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Espagne contemporaine, maître de conférences à Sciences Po et co-directrice du développement à l'ESSEC et en duplex avec nous depuis Toulouse. C'est parce que vous étiez allé écouter le Dalai Lama, Sylvia Deshazard ? Non, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le fait que Stéphane Hessel était avec le Dalai Lama. Ça serait bien aussi que les jeunes indignés espagnols soient tolérants vis-à-vis des jeunes des JMJ. Ça serait formidable. Alors, on va en parler ensemble dans un instant. Notre second invité qui, lui, est dans notre studio est Jean-Pierre Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction et éditorialiste à l'hebdomadaire La Vie. Jean-Pierre Denis, dans votre piquante édito du 3 août dernier intitulé « L'utopie JMJ », vous dites que cette manifestation est une sorte de marche des fiertés, une Catho Pride mondialisée. Pourquoi donc parler de Catho Pride ? Oui, c'est un clin d'œil à un autre événement assez connu, dont le nom se rapproche, ou plutôt la Gay Pride, évidemment. Je pense que tout simplement, il y a un changement culturel chez les jeunes catholiques. Ils ont un petit peu cessé de raser les murs et ils sont contents de se rassembler, de se retrouver. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très minoritaires. Ils se savent très minoritaires. Ils sont d'ailleurs assez sereins de ce point de vue. Et donc, le fait de se retrouver leur redonne une consistance, une cohérence et une visibilité. Et c'est ça, au fond, la comparaison avec la Gay Pride. C'est la visibilité d'un monde catholique qui est devenu peu ou prou invisible dans la société d'aujourd'hui. Mais c'est donc pas que les jeunes catholiques étaient mal vus, voire discriminés, comme le sont encore aujourd'hui les homosexuels ? Non, ils ne sont évidemment pas discriminés. Par contre, ils éprouvent quelques difficultés parfois à parler de leur religion, de leur spiritualité, de leur foi dans la société. Et c'est d'ailleurs une des questions qu'on leur a posées dans le sondage de La Vie, de savoir s'il était facile de se dire catholique. Et on voit que c'est pas si facile que ça, même si aujourd'hui, ils osent davantage le dire que les générations précédentes. Et c'est là aussi que l'on peut parler de Catho Pride. Les jeunes catholiques n'hésitent pas à se dire catholiques, alors que les générations précédentes se disaient plutôt chrétiens ou évitaient de parler du sujet. Et ça, c'est un effet des Journées mondiales de la jeunesse. C'est les 26e JMJ cette année, mais il y a eu surtout l'effet depuis Paris, 1997, et donc des rassemblements comme ça planétaires, Jean-Pierre Denis ? Oui, il y a eu un effet évident des JMJ au fil des années. Au fond, on est maintenant à la génération d'après. Les premières générations des JMJ, c'est les générations des parents des jeunes qui sont aujourd'hui à Madrid. Et cet effet de génération est évidemment très, très, très efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les JMJ sont devenus un rite de passage, un passage obligé pour les jeunes. Il faut avoir fait les JMJ une fois dans sa vie. Voilà, les grands-parents ont fait Woodstock, les parents sont allés à Compostelle ou à Paris. Et vous, votre fils, vous me le disiez hors micro, Jean-Pierre Denis, et vient de partir pour Madrid. Sylvia Deshazard de Montgaillard, en Espagne, est-on aujourd'hui ostensiblement fier de sa foi quand on est un jeune catholique ? Oui, on l'est. Il y a eu un processus de sécularisation de la société espagnole depuis la mort de Franco qui est très palpable. Mais malgré tout, il y a encore près de 80% des Espagnols qui se déclarent catholiques, pratiquants ou pas pratiquants, et un pourcentage inférieur de jeunes des 15 à 29 ans, autour de 65%, mais c'est encore très, très élevé. Et on voit des phénomènes, par exemple, il y a un ordre catholique qui a été créé récemment par une jeune religieuse qui s'appelle Sor Verónica, avec un afflux énorme de jeunes femmes très très bien formées avec des études supérieures
qui entrent au couvent. Donc, elle a dû faire appel à l'église pour avoir un deuxième bâtiment pour les accueillir. Donc, il y a, oui, une fierté de ceux qui se reconnaissent de façon plus tranquille, disons, qu'autrefois, puisque maintenant, on n'est pas obligé d'être catholique. Et pourtant, pendant notre introduction, Sylvia Deshazard, vous disiez que s'ils semblent un peu plus tranquilles qu'autrefois, ces jeunes catholiques, eh bien, ils ne sont pas forcément bien tolérés par toute la jeunesse d'Espagne. Alors, c'est un peu différent. Disons qu'il y a la jeunesse d'un côté, et puis il y a la hiérarchie catholique espagnole qui n'a pas fait preuve d'une grande ouverture d'esprit ces dernières années. C'est vrai aussi que le gouvernement Zapatero a pris des dispositions législatives qui ne sont pas bien comprises par l'Église, et on ne va pas demander non plus à la hiérarchie catholique espagnole d'applaudir à tout rompre, par exemple, pour la législation qui permet le mariage homosexuel. Mais ça, c'est une chose. Autre chose, c'est la jeunesse. La jeunesse en Espagne, dont on a beaucoup parlé récemment, c'est la jeunesse du 15M, c'est-à-dire des indignés. Mais il y a aussi toute cette jeunesse, et les jeunes du 15M n'ont pas le monopole de l'indignation, ni de l'enthousiasme d'ailleurs. Et je pense qu'entre jeunes, finalement, on se parle. Ce qui est dommage, c'est que finalement, la manifestation qui est prévue pour demain à Madrid des organisations laïques, ce n'est pas forcément la jeunesse non catholique contre la jeunesse catholique. C'est plus un établissement laïque d'organisations laïques militantes contre la hiérarchie catholique espagnole. Alors vous, donc ça se passe, dans une certaine mesure, en dehors de la jeunesse. Jean-Pierre Denis, vous parlez non pas d'indignation, vous préférez le terme d'espérance pour qualifier les motivations, si on peut dire, de cette jeunesse catholique. Et votre plume se plaît à décrire les JMJ dans un langage moderne, dans ce fameux édito, notamment l'utopie des JMJ. Ces JMJ qui elles-mêmes ont recours à ce type de langage moderne pour faire leur publicité. J'ai cité des slogans tout à l'heure, mais je pense aussi à l'affiche dont le slogan est « Jesus Spokes You », un terme emprunté au langage du réseau social Facebook, et qu'on pourrait traduire de façon un peu impertinente par « Jésus vous tisonne ». Jean-Pierre Denis, l'avenir, la jeunesse de l'Église est-elle, selon vous, sur Internet, ou alors le réseau social, le réseau tout entier constitue-t-il un rival, une dérive qui délie au lieu de relier les jeunes ? Les jeunes catholiques d'aujourd'hui, de ce point de vue, ils sont bien de leur génération. De toute façon, ils sont dans cette culture du net, et effectivement, il faut aller les chercher sur ce terrain culturel-là, parce que c'est là qu'ils sont. Ils sont de cette génération, et donc on peut avoir tendance à penser que le rapport qu'ils entretiennent à la foi, à l'Église catholique, est modifié par cette culture-là, et donc il faut faire avec, il faut aller parler leur langage. Et ça, c'est un changement dans l'Église catholique, parce que on sait qu'on en a l'image du pape qui ne savait pas trop qu'Internet existait. Ça a posé quelques problèmes il y a quelques années. Donc, il y a un décalage, évidemment, entre une très vieille institution, la plus vieille institution du monde, et une mutation culturelle majeure. Et là, je trouve qu'à l'occasion de ces JMJ de Madrid, justement, l'Église catholique, au moins en France, a réussi ce passage-là. Alors, la culture du web, c'est une culture de mobilisation très forte de dernière minute. C'est une culture de l'émotion. Et le problème qui se pose à l'Église catholique par rapport à cette nouvelle culture, c'est plutôt qu'elle favorise en général les prises de position extrêmes, autrement dit les traditionalistes et les intégristes, et donc une polarisation. Et là, justement, à l'occasion de ces JMJ, on a réussi à mobiliser, je dirais, les catholiques ordinaires, les jeunes catholiques de base, et non plus, comme c'est souvent le cas sur le web, les sensibilités extrémistes. Alors, il n'y a pas que des extrémistes sur le web. Si on va chercher avec le mot-clé JMJ sur le site de partage de vidéos YouTube, par exemple, on trouve des flash mobs, donc des rassemblements étincelants, éclairs de la jeunesse, en particulier dans les cours d'école espagnoles, où ça a été organisé dans les écoles confessionnelles, des danses comme ça, des écolières notamment, et des écoliers. Sylvia Deshazard de Montgaillard, vous partagez cette idée qu'aujourd'hui, la jeunesse catholique se trouve sur le web et qu'il faut en passer par là pour la mobiliser ? Oui, il faut en passer par là. En même temps, si vous voulez, les JMJ qui s'ouvrent aujourd'hui ont été convoqués par le pape à Sydney en juillet 2008, donc c'est quelque chose qui est extrêmement organisé depuis très longtemps. Les jeunes qui sont partis en car hier de Paris font partie de paroisses qui ont organisé ça depuis longtemps, ils sont inscrits depuis longtemps. Donc oui, ils sont jeunes, oui, ils passent par le web, oui, mais en même temps, il y a toute une organisation qui est derrière depuis très longtemps. Est-ce que vous avez pu constater, Sylvia Deshazard de Montgaillard, une mobilisation sur le net en langue espagnole, comme ça a été le cas pour mobiliser, pour attirer, pêcher les jeunes Français ?
Oui, absolument. Mais comme je vous dis, je pense qu'il y a une grande fierté des jeunes catholiques espagnols que ça ait lieu à Madrid, que ça ait lieu en plus dans une situation compliquée, de crise, si vous voulez, qui les touche aussi eux, même si c'est intéressant de voir que le pourcentage des jeunes chômeurs espagnols catholiques est nettement inférieur à celui des jeunes chômeurs disons des Guinéens, mais qui ne sont pas forcément catholiques. Mais je pense que c'est passé par le net. Mais comme je vous dis, il y a deux façons d'organiser ça. Ça n'est pas une réunion spontanée, les JMJ. C'est une réunion organisée depuis fort longtemps. Jean-Pierre Donc, Denis. pas uniquement par le net. La grande force de l'Église catholique, effectivement, reste sa capacité de réseau et effectivement sur le long terme. Évidemment, l'institution de la papauté est une institution qui fonctionne sur le long terme, mais les institutions catholiques au niveau diocésain, au niveau local, sont évidemment des institutions en réseau et ça reste très pertinent. Ce qui fait que finalement, quand on regarde les chiffres, la participation au JMJ, elle est à peu près stable. Alors il y a des écarts parce que quand les JMJ ont eu lieu à Manille, il y a eu 5 millions de personnes, donc ça c'est un cas un peu particulier, je crois que c'est un des plus grands rassemblements de l'histoire de l'humanité, mais il y a entre 500 000, 1 million, 1 million 500 000, 2 millions de jeunes à chaque fois au JMJ, en particulier quand elles ont lieu en Europe, à Rome, à Cologne ou cette année à Madrid. Donc il y a quand même une capacité de réseau qui fonctionne sur le long terme dans l'Église catholique, et simplement elle a eu l'idée cette fois-ci, enfin je dirais, de parler véritablement le langage des jeunes d'aujourd'hui, quoi de plus normal finalement. Alors à propos du langage des jeunes d'aujourd'hui, Jean-Pierre Denis, il y a un autre slogan accrocheur et mutin utilisé par les JMJ qui est « Dieu est amour, dites-le à vos copines ». Ce qui m'amène à vous parler de l'amour charnel, parce que vous avez décrit les JMJ dans votre fameux édito comme un rite initiatique, des amours si nous ne le répétez pas, écrivez-vous avec malice. Est-ce le signe d'une évolution des mœurs chrétiennes, ou cela s'inscrit-il dans la tradition des fêtes religieuses des campagnes où jadis chacun pouvait trouver sa chacune? Ça c'est bien possible, c'est-à-dire c'est une sorte de fête votive planétaire, hein, les JMJ, donc c'est une mutation de la fête. Et d'ailleurs, le génie de Jean-Paul II, c'est d'avoir senti ça, c'est-à-dire qu'on avait besoin de grands temps de fête, et que ces temps de fête, ce sont des temps où on construit, ce sont des rites de passage finalement, et on a besoin de passer par ces rites de passage. On pourrait dire en souriant que l'Église organise les JMJ dans l'espoir d'y faire lever des vocations de prêtres, et probablement il y a plus de couples qui s'énouent. Donc c'est effectivement la grande tradition de la fête religieuse populaire qui existe très certainement aujourd'hui. Et il y a beaucoup de jeunes qui se sont rencontrés par exemple au JMJ de Paris en 1997. Sylvia Deshazard de Montgaillard, quel écho l'aspect amoureux des JMJ peut-il rencontrer dans la jeunesse espagnole? La question du sexe reste-t-elle tabou dans cette société? On se la représente volontiers comme traditionnaliste quand on parle de la religion catholique. Alors, je pense que c'est une erreur. C'est une idée qu'on a de l'Espagne d'autrefois. L'Espagne a subi plusieurs phases de sécularisation qui ont commencé dès le franquisme dans les années 60, qui se sont poursuivies dans les années 90. Et on voit, c'est très intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, il y a pratiquement entre 3/4 et 4/5 des Espagnols qui se déclarent catholiques. Alors, je vous arrête un instant, plus Sylvia des 2 tiers Deshazard, sont favorables au mariage homosexuel. Jean-Pierre Denis a des chiffres un peu différents dans la vie, où il y a un article du mois de juillet qui décrivait qu'au sein de la jeunesse espagnole, la moitié se disait athée. Oui, c'est-à-dire que je vous parle de la société espagnole dans son ensemble. Vous m'avez pas laissé finir. Pardon. Donc, le pourcentage des athées, moi j'ai d'autres chiffres de sociologues espagnols de l'université. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parlons d'amour. Des chiffres plutôt de 35% de déclarations d'athées. Donc inférieurs à ceux de la vie, mais je ne sais pas d'où viennent vos chiffres. Et alors, à propos de l'amour, excusez-moi Sylvia Deshazard de Montgaillard, un sujet plus réjouissant que ces chiffres. Oui, tout à fait. Alors dites-moi. Alors écoutez, je suis tout à fait d'accord là pour le coup avec Monsieur Denis sur sa vision. Ce sont des jeunes qui se rencontrent, ils communient dans une foi commune, ils tombent amoureux, c'est formidable. Que souhaiter de mieux? D'ailleurs, à tous égards, les jeunes catholiques se comportent
comme le reste de leur génération. Et c'est ça qui est d'ailleurs le plus étonnant, c'est qu'au fond, ils vont entendre un message qui est un message d'ailleurs encore plus religieux, cette fois-ci avec Benoît XVI, qui ne l'était avec Jean-Paul II, mais par ailleurs, ils sont comme l'ensemble de leur génération, donc au niveau des pratiques culturelles et je dirais au niveau de la sexualité, c'est la même chose. Ils ne se différencient pas, aucune enquête ne montre une différence de comportement majeure entre les jeunes catholiques et le reste de la population. La différence, c'est qu'ils vont chercher autre chose, je dirais, en plus. C'est cette autre chose en plus qui peut surprendre dans la société dans laquelle on est, et c'est ça qui me semble être une utopie. Et c'est là que ça me semble effectivement aller beaucoup plus loin que la simple indignation qu'on voit s'exprimer en ce moment en Espagne. Donc ils vont chercher quelque chose de plus positif, disons. Alors avant de parler d'indignation, je vous propose qu'on parle encore un petit peu d'amour avec une chanson qui avait fait un peu de bruit à l'époque des JMJ à Paris en 97 et qui a été reprise pour l'organisation et la promotion des JMJ de cette année à Madrid. Tu étais venu en quart au cœur du mois d'août pour chercher un peu d'espoir dans ce monde fou. Au détour d'une prière, dans un amour immense, nos deux mains se rencontrèrent, chantons à l'abondance. Nathalie, mon amour de JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Nathalie, ne dis pas non mais si, grâce à qui nos deux vies se détartrent. Dans la halle 127, au stand sur le partage. C'était donc Nathalie, mon amour des JMJ, interprétée par Oldelaf et Monsieur D. Sylvia Deshazard de Montgaillard, Madrid, trêve d'amour, est aussi le lieu de rassemblement d'une autre jeunesse, celle des Indignados, vous le disiez, qui eux disent être en manque de rêve. C'est l'un de leurs slogans, si vous nous empêchez de dormir, de rêver, nous vous empêcherons de dormir. Et donc il manque de rêve, disent-ils. De fait, on craint des tensions entre les deux jeunesses. Qu'est-ce que ça nous apprend, selon vous, des indignés espagnols, Sylvia Deshazard de Montgaillard, de leur idéologie ou du sens de leur action et peut-être aussi du discours qui est tenu à leurs propos avant qu'on les ait vus à l'œuvre? Alors, ils se sont réunis, eux, pendant très longtemps sur la Puerta del Sol. Ils ont bénéficié d'une grande tolérance de la société espagnole. Moi, j'ai été les voir plusieurs fois, leur parler. C'était d'ailleurs très instructif et très intéressant. Il serait bon qu'à leur tour, ils éprouvent la même tolérance vis-à-vis des jeunes des JMJ. Alors, ils sont dans une situation grave, c'est-à-dire que près de 45% d'entre eux sont au chômage. Ils vivent encore, pour la plupart d'entre eux, chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, on est face à un phénomène à la Tanguy d'immense envergure en Espagne. Et ils sont sans projet. Donc, ils ne se sentent plus représentés par leurs élus. Beaucoup d'entre eux ne vont plus voter. Ils n'ont pas de travail ou ils sont très mal payés. C'est les fameux mileuristas, ceux qui gagnent 1 000 € par mois. Donc, il y a un très gros désenchantement d'une partie de la jeunesse espagnole vis-à-vis d'un système démocratique que leurs parents ont appelé de leur vœu et qui ne leur apporte pas tout ce dont ils rêvaient. Jean-Pierre Denis, face à cette jeunesse désenchantée des indignés espagnols et de nombreux pays d'Europe notamment, vous parlez du christianisme comme d'une contre-culture qui est aujourd'hui dans la situation paradoxale de pouvoir sauver les valeurs au nom desquelles il a été combattu, droits de l'homme, individu, humanisme. Est-ce que vous pensez que les jeunes catholiques pourraient créer des vocations chez les indignés ? En théorie, oui. Les réenchanter. En théorie, oui, parce qu'effectivement, le christianisme aujourd'hui, l'Église catholique, est sans doute l'une des rares forces de critique globale du système libéral, du système d'économie de marché dont on voit les limites aujourd'hui, mais aussi du système libéral dans sa dimension sociétale. Donc, elle s'était opposée, vous l'avez rappelé, au mariage homosexuel en Espagne. Donc, l'Église catholique fait une critique globale de toutes les formes de libéralisme. Et c'est ça qui, me semble être une définition même d'une contre-culture, une critique globale de la société depuis une position qui est une position relativement marginale. Alors, sur le plan social, évidemment, il y a un rapport très direct avec l'indignation des jeunes Espagnols. C'est-à-dire qu'il y a une critique des méfaits de cette société. Quand on écoute attentivement, un peu plus attentivement qu'on ne le fait sans doute souvent, ce que dit réellement le pape, ce que disent réellement les évêques, ce que disent réellement, disons, les réseaux catholiques en général, il y a une critique très forte de cette
dérive d'une société qui est une société basée sur une promesse de consommation qui aujourd'hui ne peut plus avoir lieu, et ces jeunes qui sont aux portes d'une société qui ne leur propose rien. La différence, et c'est là que le dialogue avec les indignés espagnols risque d'être plus difficile, la différence c'est que quand on regarde de plus près qui sont les jeunes, je parle des jeunes français qui vont au JMJ on parle de Madrid, de 50 000 jeunes français. Ces 50 000 jeunes français, en fait, on s'aperçoit que sociologiquement, il s'agit de milieux quand même assez favorisés, culturellement favorisés. Leurs parents sont plutôt cadres sup, et puis de milieux, disons, plutôt bourgeois. Et donc alors, il y a un décalage. Est-ce qu'on craint, Jean-Pierre Denis, une radicalisation politique de ces jeunes catholiques bourgeois ou de classe moyenne au contact des indignés? C'est très peu probable. Il y a des consignes qui ont été données? C'est très peu probable, parce que même si ils sont d'accord sur la critique de ce libéralisme économique, ils ne sont sans doute pas d'accord sur la critique du libéralisme sociétal, et par ailleurs, sociologiquement, il y a une grosse différence. D'ailleurs, quand on regarde exactement qui sont ces jeunes Français, on s'aperçoit que politiquement, ils penchent très très nettement à droite. Très peu d'entre eux sont de sensibilité de gauche, et encore moins d'une sensibilité d'extrême gauche. Donc il y a un décalage sociologique, même s'il y a une convergence sur un certain nombre d'indignations face à la société, aux dérives de ce libéralisme. En un mot, Sylvia Deshazard de Montgaillard, avant le journal, est-ce que vous pourriez nous dire si, à votre connaissance, au sujet de ce clivage politique qui existerait entre les deux jeunesses en présence aujourd'hui à Madrid, il y a des indications qui ont pu être données par les organisateurs des JMJ? Non, je pense qu'il n'y a pas. La réponse est non.